cette session qui est assez attendue parce qu'on a déjà beaucoup parlé ce matin, on a parlé du financement. Hier, on a parlé du financement. Aujourd'hui, on parle du financement, mais on va rentrer dans le détail, là, pour le coup. Et on a un très beau parterre pour parler de ça, à la fois de banquiers et à la fois d'institutions ou d'organismes de garantie ou d'organismes publics. Donc, voilà, ça va vous permettre aussi de comprendre. Et j'ai essayé de faire en sorte de monter cette conférence en essayant de décrypter un petit peu les choses. Alors, ce qui veut dire que vous pouvez aussi poser des questions. Voilà. Alors, on va dérouler un certain nombre de choses comme ça, parce que vos questions peut-être être redondantes avec ce qui va être dit après, mais n'hésitez pas à poser des questions aussi après, ce qui permettra d'être pertinent. Pourquoi on parle de financement autant, je crois qu'il n'y a pas une seule manifestation rencontre africaine dans laquelle on n'ait pas fait des conférences sur le financement, mais c'est parce que c'est le nerf de la guerre, comme on le disait ce matin avec le ministre de l'Agriculture. Sans financement, pas de projet. Donc voilà. Et après, en Afrique, c'est vrai que ça peut paraître plus difficile qu'ailleurs, et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc je vous présente à ma gauche Boris Kofi, qui est directeur général de BGFI Banque Europe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette double vision, à la fois européenne et à la fois africaine. Bonjour Boris. Bienvenue. Emmanuela Ngem, qui est directrice des PME chez NSIA Bank, décidément, NSIA Bank en Côte d'Ivoire. Bienvenue Emmanuela. Abdelaziz Touré, qui est responsable d'analyse et la direction de la clientèle chez AFG Bank, que vous connaissez peut-être, mais si vous ne connaissez pas, vous allez connaître. Guillaume Roux, bonjour Guillaume, qui est lui chez Proparco, groupe AFD, et qui va nous dire un peu quelle est sa vision du marché et comment il voit la chose. Et en fait, Christophe Plast, bon, vous l'avez vu déjà ce matin pour ceux qui étaient là à la conférence Agri-Agro, mais il va rentrer un petit peu plus dans le détail et vous dire comment il peut aussi financer des entreprises ivoiriennes. On commence par toi, Boris, tu vas prendre le micro. Est-ce qu'il est allumé d'abord? Non. Voilà, parfait. Bonjour. Peut-être une petite description, Boris, de BGFI et savoir effectivement, parce que tu es une grande banque africaine, vous êtes présent où, comment? Merci Marc. Je suis donc Boris Kofi, DG BGFI Banque Europe. BGFI Banque Europe, c'est la filiale du groupe BGFI basé à Paris. On y est depuis 2009. On travaille surtout sur les financements des corporates, des institutionnels, en faisant beaucoup de correspondances bancaires et beaucoup d'activités de trade. Le groupe BGFI, c'est un groupe panafricain détenu par des privés. On est installé aujourd'hui dans 12 pays. C'est une banque assurance totale. On fait de la banque privée, on fait de la gestion d'actifs. Le cœur du métier, ce sont les entreprises. Et on compte aujourd'hui environ 10 milliards d'euros de total bilan avec un résultat combiné l'année dernière qui était supérieur à 200 millions d'euros. Alors, ça m'intéressait de t'avoir à cette table, Boris, parce que tu as cette double vision à la fois européenne et africaine. Donc, comment tu vois, quelle est ta vision du marché africain du risque et des entreprises, et peut-être de la Côte d'Ivoire aussi? Très bien. Bon, déjà, je veux quand même faire un constat sur l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Inévitablement, on peut constater, pas seulement autour de ces rencontres, que la Côte d'Ivoire attire des investisseurs, donc des financements. C'est un travail que les autorités ont mené et je pense déjà qu'il faut saluer. 4 milliards environ de dollars d'investissement direct à l'étranger en 2024. C'est une position qui est enviable et dans la sous-région et dans l'ensemble de l'Afrique. Sans faire le rabat-joie, il y a quand même des choses à faire en plus. Si je prends un pays comme le Vietnam, c'est 100 millions d'habitants, 3 fois plus que la Côte d'Ivoire. Ils ont 40 milliards d'investissements directs à l'étranger reçus. C'est 10 fois plus. Comment le Vietnam arrive à attirer
40 milliards de dollars, quand la Côte d'Ivoire, même si c'est très honorable, atteint seulement 4 milliards. Je pense qu'il y a d'abord un sujet sur les projets et le type de projet. La grande majorité des projets qui reçoivent les financements au Vietnam, notamment la France, avec de très grandes entreprises qui sont installées, Airbus, Schneider Electric, Decathlon, ce sont des projets industriels. L'essentiel des projets en Côte d'Ivoire sont des financements d'infrastructures et des financements à la fois de services financiers et de télécom. Donc déjà, sur l'idée d'accroître les financements, c'est de revoir aussi et d'élargir le portefeuille de projets et d'aller davantage vers des projets industriels. Après, il y a le dimensionnement. Comment est-ce qu'on dimensionne les projets? J'ai nos illustres collègues financiers des agences françaises de financement qui vont sur des tickets qui sont relativement élevés. Il y a aussi des besoins sur des financements qui sont moins importants. Et naturellement, les banques locales, NCA, FG qui sont à mes côtés, ou nous-mêmes qui faisons le pont entre ces deux financements, sont en capacité de pouvoir prendre une partie de ces financements. L'idée aujourd'hui de financer l'Afrique, c'est de se placer dans une position où on n'a plus peur de l'Afrique. Parce que la question, elle est là. Est-ce qu'il y a des risques supplémentaires? La Banque mondiale estime que pour un projet similaire, entre un pays africain et un pays asiatique du Sud-Est, il y a 4 points de plus en termes de taux d'intérêt. Donc les crédits sont plus chers chez nous. Et pourquoi? Parce que l'approche du risque est différente. Cette volonté, justement, des bailleurs de fonds internationaux, des créanciers internationaux, d'accompagner les pays africains est freinée par une connaissance du marché, pour moi, qui reste limitée. C'est une difficulté dont les responsables se trouvent dans les deux sens, et au niveau des créanciers internationaux, qui ne cherchent pas assez, et au niveau d'un certain nombre de pays qui n'offrent pas d'informations suffisantes pour aboutir à des structurations de financement qui sont suffisamment élaborées et qui sont opérants. Mais pourtant, la BAD a son siège juste là. La BAD a son siège juste là pour des financements éventuellement sur des projets structurants. Comme je dis, la construction d'infrastructures, ils participent surtout à des gros financements et des tickets sur des projets structurants. Donc sur pas les pour projets, les entreprises. Pas pour les entreprises directement, ce n'est pas la mission de la BAD d'accompagner directement des grandes entreprises ou des PME locales dans la construction de projets qui auraient un impact immédiat sur l'économie locale. Après, il y a les types de financement. Il est important d'associer et d'aligner, je dirais, le niveau des risques au type de financement et aux créanciers. Quand on est à Genève ou à Paris, on n'est pas prêt à prendre le même type de risque que quand on est une banque ou un créancier basé à Abidjan. La connaissance du marché est différente, la capacité de prendre des garanties ou des sûretés est différente, et il faut à la fois dimensionner chaque créancier au niveau de risque qu'il peut prendre, donc à son appétence au risque, et adapter cela à son intervention. C'est pour ça que nous, chez BGFI Banque Europe, quand on fait des financements, on a une part en euros, beaucoup, puisque c'est de l'export, par exemple. On a une part aussi en monnaie locale, avec la capacité de pouvoir jouer le rôle à la fois d'intermédiaire entre les banques européennes et les banques africaines, mais aussi de se porter garant pour un certain nombre de financements que les institutions européennes trouveraient trop risqués par une méconnaissance du marché ou une asymétrie d'information, parce qu'il faut reconnaître qu'il est parfois difficile d'obtenir sur certains secteurs des informations suffisantes qui permettent une prise de risque. Tu veux dire par là que ça manque de transparence ou ça manque d'information pour être en capacité de décision, finalement? Alors oui, c'est extrêmement important ce point. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, notamment via la Banque centrale, il y a le bureau d'information crédit. Ce sont des outils qui permettent justement de rendre plus symétrique l'information de l'environnement économique. En revanche, il faut aller au-delà sur le sectoriel. Et je pense que l'Afrique y est obligée. Aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, on ne pourra
bénéficier des apports de l'intelligence artificielle que si on a des bases de données suffisantes qui vont être utilisées justement pour faire tourner les moteurs d'intelligence artificielle. Donc je pense que oui, il faut renforcer la symétrie d'information, le partage d'informations sur les secteurs, sur les perspectives. La Côte d'Ivoire le fait avec le PND, par exemple. Il faut que ce soit des actions qui soient généralisées au niveau de tous les pays africains. Toi, tu as des capacités d'engagement par pays ou globalement ou par type de projet? Alors, nous partons sur des financements par projet. Les expositions par pays, c'est justement une vision, je dirais, européenne. Parce qu'on analyse la prise de risque en fonction des pays. La Côte d'Ivoire est peut-être moins risquée que le Mali, encore moins que le Rwanda. En revanche, nous partons par projet parce que chaque projet est étudié, je dirais, dans son unicité, avec une intervention qui est dimensionnée sur mesure. Entendu que parler et aller sur une approche par pays, ça veut dire qu'on part sur un prérequis de risque. Vous pouvez avoir des financements sur un pays présumé risqué, qui est un projet non risqué, alors que vous avez un pays, même de l'OCDE, qui peut constituer un risque plus important sur un projet qui serait moins bien structuré. Ok, donc l'analyse est vraiment par projet. Absolument. Et est-ce que dans ton analyse, alors je suppose que comme tu es présent en Europe, toi tu vas regarder plus particulièrement des projets à cheval, si on peut dire, entre l'Europe et l'Afrique, parce que pour le coup, là tu as une intervention directe des secteurs d'activité que tu ne fais pas, ou que tu ne veux pas faire. Alors oui, donc déjà on travaille effectivement sur les projets à cheval, parce qu'on a des filiales au niveau du groupe BGFI qui sont installées dans les différents territoires. Quand c'est un financement purement local, on n'a pas besoin de BGFI Banque Europe. On n'a pas de restrictions autres que des points, je dirais, qui sont interdites. On a dans notre politique interne tout ce qui touche aux armes ou à des activités qui seraient létales, qui ne rentrent pas dans le scope de nos financements. Sinon, on a aujourd'hui une orientation voulue très forte, notamment sur le green, avec la volonté de participer à un certain nombre de financements ou d'accompagner des entreprises françaises. Je ne veux pas me faire le VRP de l'Élysée, mais il est réel qu'en France, il y a des PME, en région notamment, qui détiennent des compétences spécifiques sur beaucoup de sujets, notamment sur le green, sur beaucoup d'entreprises que nous, on a pu rencontrer et qui ont une part, pour le moment, limitée de leur chiffre d'affaires qui est réalisé à l'export en Afrique. Et c'est celle-là, justement, que nous voulons accompagner pour que ce soit, je dirais, du gagnant-gagnant. Il y a aussi un partage de technologie derrière, il y a une installation locale et dans le souci, justement, de rendre plus opérant la politique d'industrialisation qui est nécessaire pour tous les pays africains. Merci Boris. Alors tu peux réintervenir un peu quand tu veux, hein, parce que vous pouvez tous faire des commentaires les uns sur les autres. Bonjour Emmanuela. NSIA Banque. Un petit mot peut-être déjà sur NSIA, si vous voulez bien, Emmanuela. Ok, merci Marc. Je vais commencer déjà par présenter le groupe NSIA, qui est un groupe africain, centenaire on va dire, qui a eu plusieurs transformations et aujourd'hui, il est présent dans 12 pays sur les secteurs de l'assurance, la banque et la gestion d'actifs. Pour parler de la banque, nous sommes présents dans 5 pays. Nous sommes au Sénégal, au Togo, au Bénin, en Guinée et en Côte d'Ivoire, à travers NSIA Banque Côte d'Ivoire que je représente aujourd'hui. Il faut dire que nous avons lancé depuis 2002 un programme de transformation à travers quelques axes, notamment la proximité et également l'inclusion financière. Aujourd'hui, on a un maillage avec 80 agences sur toute l'étendue du territoire ivoirien. On a 3 agences dédiées PME à Abidjan et également 3 en province, pour se rapprocher justement de tous les secteurs d'activité dans la zone de Korogo, Boaké et San Pedro. On a créé 2 directions des particuliers, une à Abidjan et une en province également pour tout ce maillage-là qu'on souhaite faire. Et également, on a créé un programme spécifique pour parler d'inclusion financière pour les femmes
Et comme j'ai dit, on a vraiment développé une direction autour des PME. Donc on a fait aussi beaucoup d'innovations sur la transformation de nos produits digitaux. Et également, on a travaillé sur l'engagement des équipes pour consolider nos acquis. Nous sommes vraiment attachés à aligner nos stratégies sur l'économie ivoirienne, notamment avec le plan national de développement. Donc on a, peut-être on en parlera tout à l'heure, aligné nos stratégies sur les secteurs mis en avant par ce plan national. Au service, effectivement, des secteurs. Alors, oui, vous avez une vision ultra sectorielle, si j'ai bien compris. Alors, on va dire lesquels, mais on parlait ce matin d'infrastructures. On parlait ce matin d'agroalimentaire. Est-ce que, par exemple, c'est des secteurs qui vous intéressent plus particulièrement? C'est ça. Donc, comme je disais, on va dire, 6-7 secteurs stratégiques, dont justement les infrastructures, le BTP, où on va financer des gros acteurs, ne pas les citer, Côte d'Ivoire Énergie, le fer et tout cela, et on va financer toute la chaîne de valeur autour. Grâce à des partenariats en synergie vraiment avec ces gros acteurs-là, en sélectionnant des acteurs autour d'eux qui vont fournir, que ce soit le bitume, que ce soit, on va dire, le gravier, tout ce qui gravite autour de ces gros projets-là. On a également des programmes de financement pour les PME, notamment sur du reverse factoring, où on va aller vite sur des transactions. Et également pour permettre justement de les aider à servir les marchés, les contrats fournis par ces grandes entreprises. Sur l'agriculture... on a parlé ce matin effectivement de l'agriculture. Visiblement, il y a vraiment un besoin de financement dans l'agriculture. Oui, et tout à l'heure, Boris a touché un point. On veut financer ce secteur, mais il y a un accompagnement sur la structuration qui est important. Aujourd'hui, on va sur les cultures très organisées, on va dire le cacao, les VA avec des organes qui les régissent. Mais il y a beaucoup de cultures qui sont en train de se développer, notamment dans le vivrier, également des fruits. Dans la zone du Nord, on a beaucoup de production en termes de mangue et tout cela. Mais ça demande beaucoup de structuration au niveau de ces acteurs-là pour pouvoir, nous, banques, nous positionner. Et c'est un peu aussi ce qu'on fait. Alors, avec, vous positionnez sur quoi exactement? sur les PME. Sur la structuration donc c'est-à-dire sur des renforcements en fonds propres, sur du cash, sur de l'avance sur culture. Vous faites quoi pratiquement parlant? Et en quoi vous avez modifié votre approche pour l'agriculture, par exemple? C'est ça. Et donc, comme je disais, on revient à la même chose. Le banquier va se positionner sur un modèle qui fonctionne. Donc, ce que nous, on a constaté, c'est pas la capacité à réaliser au niveau de l'agriculture. Enfin, il y a des coopératives qui sont organisées et tout. Mais après, on a une question de gouvernance, de structuration, de gestion qui est très importante. Et nous, en interne, on a développé un programme d'accompagnement des PME où on va s'attacher les services. On a signé dernièrement avec l'Ordre des experts comptables. On va les mettre en relation pour pouvoir les aider justement à structurer leurs besoins, à bien peaufiner tout leur business model, de sorte à ce que nous, on arrive à se positionner. Effectivement, lorsqu'on sonde un peu au-delà de ces aspects de gouvernance et de structuration, ces PME qui sont dans l'agriculture, qui ont besoin justement de trésors ou d'équipements pour se développer, ont aussi besoin peut-être d'accompagnement technique sur l'industrialisation, sur la mécanisation. Donc, quelques-unes réfléchissent à ouvrir leur capital. Donc, nous également, on travaille avec des fonds d'investissement pour les aider à cela. Donc, c'est vraiment un axe important de notre stratégie parce que si on n'arrive pas à consolider ces entreprises-là, il sera difficile pour nous de les accompagner. C'est un quasi-incubateur, ça. C'est ça, voilà, si vous voulez. On fait des cohortes de financement par secteur d'activité.
Voilà, on a fait dernièrement une formation avec l'Agence de développement des industries en Côte d'Ivoire sur le secteur industriel, où on a formé des dirigeants d'entreprises sur des aspects commerciaux et techniques, parce que, voilà, qui présentent des dossiers, mais qui ont besoin, par derrière, de cet accompagnement-là pour pouvoir mieux gérer les fonds qu'on leur met à disposition. Excusez mon ignorance, mais la définition d'une PME pour vous en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Il y a la définition Côte d'Ivoire et après il y a la définition. C'est NTA Bank, la PME, c'est l'entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est aussi entre 1 et 5 milliards. D'accord. Après, il y a la clientèle des professionnels au-deçà de 1 milliard qui est adressé également à travers notre réseau d'agences. Donc le travail sectoriel que vous pour l'agro, puisqu'on en parlait pour l'agro, c'est plutôt pour des entreprises qui font plus de 1 milliard et au-delà. 1 et 5 milliards, et en deçà, il y a une approche également, oui, sur le développement, parce que l'idée, c'est de les faire passer justement à cet accompagnement-là. Donc, on touche toutes les couches. Je ne vais pas dire, enfin, la segmentation PME, c'est 1 à 5 milliards, mais toutes les entreprises sont prises en charge pour les aider à monter en compétences et leur fournir les services qu'il faut. Vous parliez de finances vertes, là, tout à l'heure. C'est un axe important, ça, chez vous? Oui. Alors, on s'est attaché les services de bailleurs également, qui ont mis à disposition des fonds. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on accompagne, qu'on aide justement les entreprises à la transformation énergétique. Voilà, donc on va mettre en place des financements. Aujourd'hui, tous les équipements industriels sont adaptés en termes de réduction de la consommation d'énergie. Donc, on a un programme spécifique qui permet, on va dire, on a un incentive qui permettent aux PME de pouvoir, aux grandes entreprises aussi, de s'équiper en matériel qui leur permettent de consommer moins d'énergie. On va également se positionner sur l'achat d'équipements photovoltaïques. Également, pour tous ces crédits-là, on a des taux préférentiels pour pouvoir susciter l'engouement auprès des Grâce entreprises. à des partenariats avec des bailleurs de fonds. Moi, on me dit toujours, dans mes amis chez l'entreprise africaine, oui, mais c'est compliqué parce qu'on me demande 100%, voire 120% de garantie. C'est vrai, ça? Non, pas du tout, parce que chez AFG, nous avons accompagné des entreprises qui n'avaient pas forcément 100% de garantie. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la banque, certes, elle exprime un appétit à accompagner, à, on va dire, donner un coup d'accélérateur aux différentes entreprises, mais mine de rien, elle doit pouvoir, on va dire, assurer quand même ses arrières, parce qu'on est sur des secteurs. Il y a une statistique qui a été révélée par la Banque africaine de développement qui disait comme ça que plus de 80% des petites et moyennes entreprises, on va dire, mettaient la clé sous le paillasson au bout de 3 à 5 ans. Donc c'est assez révélateur. En Europe, c'est pareil. Comment? En Europe, c'est pareil, donc rassurez-vous. Donc c'est pour dire que c'est pour donner une idée du profil risque de, on va dire, des demandeurs de la frange la plus importante d'entreprises en Côte d'Ivoire. Donc partant de ce fait-là, la banque aussi essaie plus ou moins d'encadrer le risque, pas de l'annihiler, mais de l'encadrer afin de pouvoir quand même assurer ses arrières, au cas où les choses ne se passent pas comme prévu. Emmanuela, Boris, c'est pareil chez vous ou... Bon, déjà, si un banquier conditionne son octroi de crédit à une garantie de 120% en cash, c'est un refus. Je pense qu'il faut quand même lire entre les lignes. Si vous devez mettre 120 millions pour en avoir 100, c'est un refus. Donc, peut-être que les banquiers sont très polis et donc ils ne disent pas non, ou très diplomates. Mais la réalité, c'est que on entend effectivement cela souvent, pas seulement en Côte d'Ivoire, partout. La banque, ce n'est pas un fonds d'investissement. La banque n'investit pas en tant qu'actionnaire.
La banque, elle investit pour accompagner l'exploitation, les besoins de financement de trésorerie. Elle investit pour accompagner un investissement, des actifs, voilà. Mais elle fait une étude en se disant quelle est la capacité du client à rembourser. En fonction, elle met un niveau de sûreté sur la probabilité qu'on pense que le client va rembourser et sur la probabilité restante, donc la banque elle, potentiellement va perdre quelque chose. Donc elle ajuste le niveau des garanties et le coût du crédit. Voilà, c'est un mécanisme qui est finalement simple. Vous posiez la question, c'était quoi le risque? Le risque pour la banque, c'est ça. C'est de dire, face à un projet, quand j'analyse, et en fonction des informations qui sont disponibles, on parlait d'asymétrie d'information, effectivement, quand il n'y a pas d'information, c'est, je dirais, la chose la plus difficile pour le banquier, c'est de travailler dans une chambre noire. Donc, il n'y a pas de volonté, je dirais, de surgarantir les crédits. Qui n'a pas réussi à avoir les informations, mais effectivement, la banque, il faut rappeler, est un établissement de crédit qui travaille avec l'argent des déposants, donc du public. Et donc, on a la responsabilité, quand on prête de l'argent, de s'assurer qu'on puisse recouvrir la totalité des sommes. Mais la banque, c'est du commerce, ce n'est pas un fonds d'investissement. Absolument. Oui, c'est la même chose. Et moi, je reviens encore à la structuration et à la compréhension du modèle. Parce que plus une banque ne comprend pas votre modèle, elle va justement vouloir s'attacher des garanties pour il y aurait une défaillance, on serait couvert. Donc, il faut se poser la question. Je m'approvisionne où? Est-ce que ma source d'approvisionnement est pérenne? On va répondre à cette question. Est-ce que j'ai la capacité d'exécuter? Est-ce que j'ai la technicité pour le faire? Je vends à qui? La clientèle est disponible sur le long terme, sur le court terme. Si on arrive à répondre à ces questions, et c'est retranscrit clairement dans un dossier, comme on parlait d'information, en fait, c'est tout ça qu'on retranscrit dans un business plan, et la banque sait lire. Et quand la banque n'arrive pas à répondre à ces questions-là, et c'est là qu'on commence à parler de garantie. La garantie nous permet de mitiger le risque. Et plus le risque est avéré, puisqu'on naturellement, on va aller vers des sécurisations. Donc, il faut vraiment, j'insiste sur la structuration, prendre le temps de comprendre soi-même son business model, s'attacher les services de professionnels pour pouvoir bien structurer. Et quand on est à l'aise avec tout cela, naturellement, la banque pourra se positionner. Transition est parfaite. La transition est parfaite pour parler aussi de garantie quelque part et de façon d'intéresser ou de voir comment les bailleurs de fonds aussi, eux, de leur côté, ont une vision. Donc bonjour Guillaume Roux. Guillaume, tu es chez Proparco. Tout à fait. Groupe AFD. Hein, tout à fait. Merci Marc et merci à tous d'être présents. Donc je suis Guillaume Roux, je suis chargé d'affaires senior et responsable du financement des entreprises en dette dans la région Afrique de l'Ouest, basée à Abidjan. Peut-être pour revenir rapidement sur Proparco et sur notre institution. Donc Proparco, c'est la filiale du groupe AFD, Agence française de développement, dédiée au financement du secteur privé. Et ça fait maintenant plus de 45 ans que nous finançons le développement durable et inclusif aux côtés des entreprises privées et notamment des entreprises privées africaines et de Côte d'Ivoire. Proparco, en quelques chiffres, c'est environ 2,8 milliards d'euros d'engagement annuel, dont environ 1 milliard en Afrique, sur le continent africain. En termes d'encours, c'est environ 2,7 milliards d'encours sur le continent africain, dont 1 milliard en Afrique de l'Ouest et sur ces 1 milliard, 40% en Côte d'Ivoire. Donc clairement, Proparco la Côte d'Ivoire représente un poids significatif dans l'activité de Proparco. C'est aussi le plus gros bureau régional de Proparco dans le monde, dans tous les pays que nous couvrons, puisque nous sommes aussi donc en Afrique, mais en Amérique latine, en Asie centrale, en Asie du Sud-Est. Donc le bureau d'Abidjan est le plus gros bureau et ça veut dire beaucoup. Alors,
Guilhem, donne-nous un peu, parce que là, tu as une vision un peu transversale, donc c'est ça qui est intéressant. Quelle est ta vision du marché ici financier? Comment tu analyses ça? Alors, en Côte d'Ivoire, et peut-être aussi plus globalement sur la zone. Et comment tu vois l'évolution du marché? Parce qu'il y a forcément, certainement, une évolution. Alors, clairement, la Côte d'Ivoire, c'est un marché dynamique, très attractif et de plus en plus concurrentiel et compétitif. Et concurrentiel aussi d'un point de vue de l'offre de financement. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les entreprises. Nous, ça nous oblige en tant que banquiers, bailleurs, d'être plus efficaces, plus pertinents, plus rapides dans l'exécution de nos financements, en fait. Donc c'est vraiment un avantage et un point fort pour la Côte d'Ivoire. En termes de vision, bon, déjà les fondamentaux de l'économie ivoirienne sont très solides. J'apprends rien à personne en rappelant les taux de croissance conséquents, autour de 6 à 7% ces 10 dernières années, et les projections qui restent du même ordre pour les prochaines années, les projections des organisations internationales. C'est la première économie de la zone UMOA. C'est le premier producteur mondial de cacao et d'anacarde, un secteur privé qui est très dynamique, qui représente 75-80%, il me semble, du PIB de la Côte d'Ivoire, et porté évidemment, comme on l'a dit, par l'agriculture. Et c'est surtout une signature souveraine, comme ça a déjà été dit, qui est bonne et qui est même de mieux en mieux appréhendée par les institutions internationales, avec le risque souverain qui a été rénotché récemment par Fitch et Standard & Poor's. Donc c'est un bon signe pour l'économie ivoirienne. En termes de tendances plus concrètes sur le développement du secteur privé, ce qu'on observe, c'est un développement des groupes régionaux et des groupes panafricains. Je pense que mes collègues et les représentants des institutions financières et bancaires africaines à cette table en sont les parfaits exemples. Là, tu parles des entreprises ou du secteur bancaire? Des entreprises et du secteur privé en général. Donc à la fois du secteur bancaire, mais aussi des groupes industriels, des groupes agro-industriels régionaux qui se développent et qui sont de plus en plus forts. C'est un élément important. Sur le secteur financier, on remarque aussi une sophistication du secteur financier dans son ensemble, avec des nouveaux outils qui se développent, le recours au marché obligataire par exemple, qui est de plus en plus développé et qui a vocation, je pense, à se développer dans les prochaines années. Et nous, en tant que DFI, en tant que banque de développement, on remarque aussi un appétit pour les enjeux de durabilité et de croissance inclusive. Et dans la palette d'offres qu'on propose, on a aussi des solutions d'assistance technique. C'est la plus-value, la valeur ajoutée des banques de développement. On remarque une demande de plus en plus forte de nos clients de les accompagner sur ces enjeux de transition énergétique, de réduction des inégalités, etc. Ok. Qu'est-ce que toi tu fais spécifiquement dans le marché? Parce que si tu t'adresses quand même aussi aux entreprises, ou est-ce que tu finances, enfin, j'avais dans ma tête que tu finançais en premier le secteur bancaire, ou tu facilitais le secteur bancaire, c'est ça? Un peu les deux. En fait, on a une palette à la fois d'outils et de clients qui est très large. En termes d'outils, Proparco, en tant qu'institution financière, peut investir en fonds propres, peut financer en dette et aussi proposer des garanties. Ça, c'est une première chose. C'est une palette d'outils qui est diversifiée et très large et qui est déployée dans son entièreté, notamment en Côte d'Ivoire. En termes de clients et de typologie des cibles de Proparco, c'est aussi très diversifié. Effectivement, le système financier dans son ensemble, banque, microfinance, mésofinance, représente une part considérable d'environ 50% du portefeuille et de l'activité de Proparco. Donc l'objectif pour nous, c'est de faciliter, via l'intermédiation bancaire, l'accès au crédit des PME et notamment des PME sous-bancarisées. Mais on finance aussi directement des projets et des entreprises du secteur privé, soit des projets d'infrastructure, des projets d'énergie, des projets de transport par exemple, et des entreprises, des secteurs agro-industriels, de l'industrie durable, des secteurs sociaux et du développement urbain par exemple. Qui sont plutôt des gros projets. Là on parlait de PME il y a 2 minutes, là tu es plus sur des PME toi. Alors, qui sont plutôt des projets, effectivement, des grandes entreprises et des projets structurants, parce que donc, notre taille de financement en dette, en tout cas minimum, est
disons que le financement standard minimum, c'est 10 millions d'euros. 10 millions d'euros ou 10 millions de USD. Et ça va entre 10 à 100 millions. On a quand même vocation et on essaye de développer de plus en plus le financement des PME en réduisant la taille de nos tickets. C'est une approche qui est assez récente et qui vise spécifiquement l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est une approche qui a été développée pour l'instant uniquement en Afrique de l'Ouest et qui nous permet de réduire notre ticket, la taille de nos financements à environ 2, 3, 5 millions d'euros. Donc on arrive quand même à financer des PME et des ETI ivoiriennes et en Afrique de l'Ouest via cette approche différenciée et spécifique. Sur les infras, tu finances des collectivités ou tu finances des entreprises qui construisent des infras? ProParco, c'est vraiment la filiale dédiée au financement du secteur privé. Donc nos contreparties sont forcément des entreprises privées, à capitaux privés. Par contre, on peut intervenir dans des projets où les collectivités et le public est aussi impliqué, notamment dans le cadre de partenariats public-privé, dans le cadre de PPP sur la santé, sur l'éducation, les secteurs sociaux. Mais notre contrepartie qui bénéficiera des fonds de ProParco sera une contrepartie privée. Super. Disons que je prends un cas pratique. Tu as fait un allotement avec une banque où tu as mis, j'allais dire, une ligne à une banque. Donc, est-ce qu'une entreprise qui aura un projet peut dire coucou, moi, à mon avis, je suis éligible et venir te voir, ou est-ce que c'est auprès de la banque? Enfin, où est l'interaction? Alors, non. Dans la majorité des cas, dans ce qu'on appelle l'intermédiation bancaire, donc le financement des banques pour favoriser et promouvoir l'accès au crédit, ProParco n'a pas son mot à dire dans la sélection des projets. Nous, on sélectionne nos contreparties bancaires, qui sont des partenaires de long terme. On fait une analyse au niveau du risque de la banque et ensuite, on octroie des financements thématiques qui vont cibler, par exemple, les PME agricoles ou alors la promotion de l'entrepreneuriat féminin ou alors la transition énergétique. Donc on va imposer des critères aux cibles des fonds qu'on octroie à la banque, mais on n'a pas notre mot à dire dans la gestion opérationnelle des financements. On est finalement un prêteur comme un autre de la banque. Et par contre, il y a quand même des obligations de reporting pour s'assurer que les obligations qu'on impose dans nos contrats de crédit sont respectées. Comment je sais ça, moi? Parce que, par exemple, est-ce que c'est affiché chez toi que tu as mis une ligne, je dis n'importe quoi, hein, chez NSIA Bank sur le financement pour les femmes, pour l'entrepreneuriat féminin? Parce que forcément, si c'est le cas, je ne sais pas si c'est le cas, hein, mais Emmanuela, elle sera beaucoup plus encline à aller financer l'entrepreneuriat féminin que d'autres banques. Oui, bien sûr, ça c'est affiché et par exemple, effectivement, on a financé à plusieurs reprises le groupe NCA. Et c'est clairement annoncé par à la fois nos partenaires bancaires et ProParco qu'on va financer à hauteur de X millions d'euros telle banque sur telle thématique, par exemple. Ok. Donc, il suffit qu'on aille voir sur ton site, quoi. Tout à fait. Christophe. Merci à toi. Alors, Christophe Last, vous l'avez déjà entendu ce matin, mais je trouvais que c'était intéressant de le refaire intervenir cet après-midi, tout simplement parce que moi, on avait une image de BPI France comme purement français, mais en fait, toi, tu finances aussi, et tu vas me dire comment et pourquoi, des entreprises ivoiriennes ou des projets ivoiriens. Tout à fait, Marc, et merci à toi de l'organisation de ce panel et de cet événement. Donc, je m'appelle Christophe Plastre, je travaille pour BPI France en tant que responsable régional sur l'Afrique de l'Ouest et centrale. Le gros de l'activité donc de la Banque publique d'investissement française est tourné certes vers l'économie française où nous disposons donc d'une 50aine de bureaux pour financer sous forme de dettes, de fonds propres, des PME, ETI, mais également des grands groupes en France. Mais effectivement, donc, il y a donc, également une activité à l'international, notamment sur le continent africain où nous disposons de 4 bureaux à Dakar, à Abidjan, Nairobi et Casablanca. Le bureau d'Abidjan existe depuis un peu plus de 6 années maintenant et travaille sur 2 grandes missions, 2 grandes jambes. Donc certes, on va parler de financement, on en a beaucoup parlé, mais avant cela, la première jambe consiste à créer des courants d'affaires.
Et donc, comment est-ce que l'on travaille à créer des courants d'affaires en organisant donc, des moments de rencontre, tels que vous le faites donc, aujourd'hui, via l'organisation de missions d'entreprise avec Business France, le MEDEF International, pour faire venir donc, dans les pays, dans certains pays africains, des délégations d'investisseurs, de PME, donc, de TI et de grands groupes français. Cela sert à ce que ces sociétés puissent se positionner sur des plans nationaux de développement, rencontrer donc, des partenaires d'affaires. Donc créer ces courants d'affaires, on le fait donc, de cette manière. On le fait également donc, dans une logique donc, de créer des événements sur le continent pour aussi travailler à l'internationalisation de certaines sociétés africaines. Je pourrais citer donc, des événements récents qui ont été organisés donc, en Guinée, Conakry, où le GIBTP était présent, donc, aux côtés donc, de délégations donc, françaises qui avaient fait le déplacement. Et là, l'objectif, c'est donc, de pousser aussi donc, à des rencontres entre des opérateurs français et africains, mais également interafricains. Je me permettrai de citer également donc, le sommet Afrique-France, qui s'est tenu donc, au début du mois de mai, et notamment donc, l'événement, donc, enfin, le sommet Africa Forward, et notamment la journée donc, du forum d'affaires, qui avait été co-organisé donc, par BPI France, Proparco et Business France, et où la Côte d'Ivoire était largement représentée. On pourrait citer donc, l'intervention du directeur général du groupe Atlantique, de Sifka également qui a été présente. Et là, l'objectif, c'est pas que de monter des rencontres entre des opérateurs économiques français et africains, mais également donc, entre différents pays africains. Donc, on trouvait assez intéressant de présenter cette jambe, de créer les courants d'affaires, avant Marc de pouvoir justement présenter donc, la deuxième jambe, qui est donc de financer ces courants d'affaires, où BPI France va intervenir donc, seul sur des tickets de financement donc, d'États africains ou de sociétés privées africaines, donc seul sur des montants donc, de 1 à 50 millions d'euros, et en cofinancement jusqu'à 100 millions d'euros. Tous ces financements sont assurés par une autre BPI, donc BPI Assurance Export, qui intervient sous la tutelle de la Direction générale du Trésor français. Et j'en profite pour signifier la présence dans la salle du service économique régional d'Abidjan et de sa chef Issane Slimani, service économique régional, qui coordonne justement donc, tous les outils donc, de financement des différents opérateurs donc, français installés ici donc, à Abidjan. Donc, financer ce courant d'affaires via ces dispositifs donc, de financement export. Nous avons travaillé sur le financement de projets d'infrastructure, mais ce que l'on souhaitait davantage mettre en avant donc, aujourd'hui, c'était le financement du secteur privé. Donc on va avoir cette possibilité de financer le secteur privé ivoirien sur des montants minimum de 1 million d'euros dans le cadre d'acquisition donc, de matériel, d'infrastructures auprès de partenaires en France. Donc le but, c'est vraiment de travailler à financer donc, les courants d'affaires entre des opérateurs économiques ivoiriens et français. Donc je suis une entreprise ivoirienne, je veux investir dans un four dont je ne sais pas quoi, qui coûte 1 million d'euros. Je peux venir te voir, ou c'est l'entreprise fournisseur français ou européen qui va venir te voir? Ça se passe dans quel sens? Alors les deux, on est approché par des sociétés françaises qui nous présentent donc, des projets avec leurs partenaires ivoiriens, mais c'est le but aussi d'avoir des bureaux en local, donc d'aller à la rencontre donc, du secteur privé ivoirien. Et tu mentionnes des fours, il se trouve que nous avons travaillé donc, sur le financement de fours à pain, ici donc, en Côte d'Ivoire, qui avait été livré par la société française Bongar, mais je pourrais citer également donc, des exemples dans le secteur agricole et agroalimentaire, sur le financement de la société AgroSource, ici en Côte d'Ivoire, pour l'acquisition donc, de solutions de production d'énergie solaire conteneurisée. Je pourrais citer le secteur du BTP, qui a été beaucoup cité et qui fait partie donc, de nos secteurs prioritaires sur le financement donc, de sociétés telles que MSCZ ou Score BTP. Également donc, citer le secteur minier, donc, pour vous donner donc, nos secteurs prioritaires d'intervention, donc le secteur des mines, des travaux publics, de l'agriculture et de l'agroalimentaire, sur des montants minimum de 1 million d'euros. Et surtout, donc, ces projets, nous ne souhaitons pas donc, les financer seuls. Tout l'objectif est de systématiser donc, des cofinancements avec des partenaires bancaires locaux ou panafricains. On a d'ailleurs des exemples très concrets avec AFG, non pas en Côte d'Ivoire, mais en Guinée, mais on souhaite justement donc, y travailler sur la Côte d'Ivoire, donc des coopérations avec BGFI également. Et donc ça, c'est une manière pour nous également donc, de mieux quantifier certains risques et vraiment systématiser donc, ces cofinancements avec des acteurs bancaires locaux. Et également, donc, juste avant, donc, Proparco intervenait, ces actions de financement, elles s'inscrivent donc, avec une action de coordination avec Proparco.
Donc on se retrouve sur des clients communs avec Proparco, ce qui nous permet donc à deux... Team donc, France. exactement, mais ce qui nous permet donc de davantage adresser donc, des besoins extrêmement importants donc, de ces groupes panafricains qui étaient cités, et où seuls nous ne serions pas en mesure donc, de pleinement donc, répondre aux besoins de financement de ces groupes, d'où le fait donc, d'y intervenir en cofinancement avec des banques locales ou encore avec Proparco. On pourrait citer donc, un projet avicole commun donc, en Guinée qui nous mobilise, donc, tous les deux. Donc important donc, de notifier donc, ces volontés de cofinancement. J'avais une question, excuse-moi. Oui. Parce qu'il y a plusieurs projets en ce moment-là de co-investissement, de joint venture, en fait, si on peut dire, avec des entreprises françaises et des entreprises ivoiriennes, sur des montants qui peuvent être significatifs, hein, en fait. Et toi, tu peux garantir cet investissement ? Alors, merci de cette question. Justement, je voulais évoquer ces points-là. Parce que jusqu'à présent, donc, on parle donc de financement donc, de sociétés donc, ivoiriennes qui vont se fournir donc, auprès de sociétés en France. Mais l'autre volet que l'on souhaitait présenter, c'est toute la palette de financement et de garantie qui est destinée donc, à des entreprises françaises qui se projettent à l'international. Et donc, dans notre discours, donc, lorsque nous échangeons avec des PME, ETI françaises, nous les incitons à, surtout donc, sur la Côte d'Ivoire, à être dans des logiques d'investissement ici en Côte d'Ivoire, plus que dans des logiques d'export. Et donc de développer donc, des projets agricoles, des projets industriels, de monter des filiales, de devenir donc, des sociétés ivoiriennes, et de ne pas le faire seul, mais de le faire donc, avec des partenaires économiques donc, ivoiriens. Et là, donc, nous allons avoir la possibilité de financer donc, ces sociétés en France sur des montants minimum même de 30 000 euros, de manière à ce que ces fonds soient utilisés donc, à l'international. Et à nouveau, donc, ce type de projet, à nos yeux, donc, ça renforce donc, des coopérations donc, avec des banques locales ou panafricaines, parce que ces sociétés françaises qui deviennent des sociétés ivoiriennes en ouvrant des filiales ont des besoins d'ouverture de compte, des besoins donc, de gestion de flux, des besoins donc, de financement local également. Et donc on veut aussi, donc, via ces actions et via les missions d'entreprise qui sont organisées, apporter donc, des flux d'affaires donc, aux partenaires donc, bancaires panafricains et locaux, et notamment donc, ceux ici présents donc, autour de cette table. Donc oui, il va y avoir donc, des outils de financement et de garantie pour toutes les entreprises françaises qui souhaiteraient donc, être dans des logiques de co-investissement ici en Côte d'Ivoire, quel que soit donc, leur niveau de développement. Merci Christophe. Bon, moi je voudrais poser au moins une question à la cantonade, parce que quand on parle aussi avec des entreprises, ou tout le monde d'ailleurs ici, il y a un problème de coût du crédit, visiblement. Parce que c'est vrai que les taux de crédit, alors Boris en a un petit peu parlé, parce que c'est vrai que c'est une question aussi de perception d'analyse du risque ou équivalent. C'est vrai que le risque se rémunère assez fort et parfois peut embêter des investissements, parce qu'en l'occurrence, il faut des taux de retour sur investissement qui sont assez élevés. Vous en pensez quoi tous ? Ça va plutôt vers le bas parce que la notation de la Côte d'Ivoire s'améliore. Donc théoriquement, le coût du crédit devrait baisser. Non ? Je suis un peu provocateur, hein, mais c'est un peu mon rôle. Alors, je vais nuancer, moi. Le coût du crédit, c'est le risque, comme on a dit, mais c'est aussi le coût des ressources. Je vois que ça opine du bonnet derrière. C'est à la fois le risque et le coût des ressources. Le coût des ressources, si je prends les financements, je ne vais pas griller la politesse à mes confrères de Côte d'Ivoire, mais le coût des ressources chez nous en Côte d'Ivoire, il est élevé. Donc déjà, il y a un plancher qui est difficilement dépassable. En Europe, nous, quand on lève des fonds, effectivement, le coût des ressources est plus faible. Mais le coût du risque, l'évaluation du risque est plus élevée, parce que nous sommes loin. Donc, l'objectif, effectivement, c'est qu'il baisse, avec des instruments de garantie, par exemple, mais ce sont aussi des instruments qui peuvent renchérir le coût du crédit, parce que les garanties supplémentaires qu'on prend, y compris de bailleurs de fonds, sont rémunérées. Donc, l'objectif, vous avez parlé de la notation de l'État de Côte d'Ivoire, bien sûr.
que comparativement il y a 15 ans, le risque et l'appréciation du risque de la Côte d'Ivoire a changé. Aujourd'hui, on est dans une appréciation qui est, je dirais, raisonnable, même si elle gagnerait encore à s'améliorer. Et je pense, compte tenu des résultats que le gouvernement obtient, compte tenu du plan national de développement, qu'on s'achemine petit à petit vers une réduction encore de l'appréciation du risque et donc du coût du crédit. Maintenant, derrière les bailleurs de fonds et les créanciers, il y a aussi des hommes d'affaires. Le coût du crédit, c'est aussi lié à la rentabilité des projets. Un projet en Côte d'Ivoire, il est plus rentable qu'un projet en France. Ouais, donc on va plus le taxer. Tout le monde veut sa part du gâteau. Vous voulez répondre ou vous voulez compléter ou est-ce qu'il a tout dit? Vas-y, Guillaume. Bon, moi, j'ai envie de dire que les taux, enfin, c'est vrai que les taux restent hauts, mais on va dire que ça s'est amélioré quand même. Hein, et avec la concurrence qu'on a aujourd'hui sur la place bancaire, on va dire que les banques réduisent leurs marges pour pouvoir satisfaire les clients aujourd'hui. Donc, c'est un fait qu'on ait ces coûts de ressources qu'on doit refacturer aux clients. Mais moi, j'ai envie de dire aussi que le risque tient compte également de la qualité de l'entreprise qui est en face de nous. Donc, il faut travailler aussi à ce que la banque vous court après, c'est-à-dire faire le sacrifice au départ d'aller prendre des financements pour faire croître son entreprise et au fur et à mesure qu'on évolue, on a beaucoup plus de marge de manœuvre pour aller défendre un taux plus bas auprès de la banque. Donc voilà, c'est l'aspect que je voulais ajouter. On va dire dans la foulée des interventions qui ont eu lieu, c'est vrai qu'il y a ces deux leviers qui sont majeurs, à savoir le coût de la ressource et puis, bien entendu, le risque, le profil risque. Mais en marge de cela, je pense que nos efforts aussi doivent se poursuivre en termes de captation, d'accord, des ressources. Donc nous devons poursuivre nos efforts de telle sorte à aller dénicher des ressources à moindre coût. Donc cela passe bien entendu par l'amélioration du taux de bancarisation. Essayer de capter davantage pour, in fine, on va dire, faciliter, rendre accessible, d'accord, le financement dans nos environnements. Merci, Kylian. Peut-être simplement pour rebondir, donc je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, je suis totalement d'accord, enfin, notamment sur le coût de la ressource. Important de souligner quand même que même s'il reste élevé, le coût du crédit a quand même baissé ces dernières années, donc ça va dans le bon sens, même s'il devrait effectivement être amené à encore baisser dans les prochaines années. Peut-être simplement pour préciser que le coût du crédit, ce n'est pas tout. Ce qui est important aussi, c'est la maturité des crédits et des dettes qui sont proposées par les banques. C'est un aspect très important des financements, parce que pour financer un projet, par exemple, qui va se déployer à un projet immobilier qui a une durée de vie très longue, sur lequel on a des projections financières très, très fiables sur 10-15 ans, avoir un projet, un crédit à 5 ans, ce n'est pas forcément viable et efficace d'un point de vue structuration du financement. Donc ce qui est important, c'est effectivement de regarder l'évolution du coût du crédit, mais aussi l'évolution des maturités qui sont proposées par le marché, qui sont en train de s'étendre déjà. Et c'est aussi là que nous, DFI, on a un rôle à jouer, je pense, parce que finalement, on ne doit pas venir... Notre rôle est d'être subsidiaire et d'aider à l'émergence et au développement du système financier des pays où on intervient, et donc d'aller là où les banques commerciales et les banques locales ne vont pas. Et c'est notamment en proposant des crédits parfois à un taux comparable, mais avec des maturités plus longues, qu'on arrive à proposer quelque chose d'innovant et à permettre le développement du secteur privé. Merci, on arrive au bout de ce débat. Donc vous pouvez applaudir parce qu'ils ont été gentils. Ils nous ont particulièrement donné le dessus des cartes. On peut prendre 2 questions, si vous voulez, pas plus. Donc, est-ce qu'il y a une question ou 2 questions qui vous viendraient en tête? Allez.
Bah, toute femme, tout honneur, hein, je suis désolé, mais... Allez, on vous écoute. Alors, j'ai pas de... Si, je vais descendre. Essayez de ne pas écraser. Merci. Alors, bonjour à tous. Je pose des questions à tous les panels. On est là pour ça. Et mon nom, c'est Michel Piardon-Bas. Je suis président d'une ONG internationale. Donc, nous aidons les femmes, les coopératives, à aller jusqu'au bout de leur projet. Alors, je voulais poser une question au groupe Atlantique. C'est ça, hein? Voilà. Vous avez accordé des crédits aux femmes, vous avez signé un partenariat avec... parce que je n'ai toujours pas eu mes réponses, chaque fois que je pose la question. Peut-être qu'avec vous, ça va y aller. Ça va aller. Alors, vous avez signé un partenariat avec le gouvernement pour faire des crédits aux femmes, n'est-ce pas? Et c'était la BACI. Et nous sommes engouffrés dans cette ouverture. Nous avons pendant un an eu des crédits pour des petits projets, jusqu'à 50 millions. Et puis tout d'un coup, plus rien. Alors qu'on nous avait dit qu'il y avait 1,5 milliard à la disposition des femmes. Et j'ai cru comprendre que ça n'avait pas été, en guillemets, apuré. Donc, où en est ce projet-là? Et vraiment pour que je puisse... informer mes femmes. Merci. Je peux répondre en même temps? C'est bien. Ou bien, ok. Donc, madame, je crains encore vous décevoir dans la mesure où c'est plutôt Atlantic Financial Group. Attention, ce n'est pas la Banque Atlantique. Il y a une nuance à faire à ce niveau-là. Donc, on va dire que historiquement, effectivement, le groupe Atlantique avait des participations, mais à la BACI, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on va dire le groupe Atlantique a jeté son dévolu sur une banque qui est l'ex-Banque Populaire. Et à partir, on va dire, de cette banque en question, a décidé de répartir sur de nouvelles bases et à développer sa part de marché. Bon, il faut changer. Donc, voilà. Pardon. Ok. Bon, je suis désolé. Alors, ce que je propose, c'est qu'on se mette, pour ceux qui ont des questions à poser, à la sortie de la salle de conférence, parce que là, j'ai un ministre qui attend pour la conférence suivante, donc je ne vais pas pouvoir, rester trop longtemps. Je remercie vivement les panélistes. Non, moi, j'ai appris des choses. Hein. Franchement, c'était bien. Je vois que en fait, ça tient beaucoup à l'accompagnement et à la structuration. Il faut se rendre beau. Il faut se mettre son fond de teint qui va bien. Il faut se rendre sympathique, beau, donner plein d'informations. Sans ça, bon, c'est compliqué. Merci à vous tous et merci à votre attention.